Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui je vous parle de Sleeping Gods, un jeu d'aventure extrêmement immersif qui vous tiendra bien éveillé. Et je ne ferai pas ça seul, non, je vais être accompagné de ma charmante conjointe Nat avec qui on a fait l'aventure. Je vous parle un petit peu du jeu, je vous explique comment jouer et par la suite, je retrouve Nat pour vous donner nos premières impressions. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Sleeping Gods est un jeu édité par Red Raven Games qui a été traduit en français par Lucky Duck Games. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, des joueurs de 14 ans et plus. L'aventure de base vous donne une vingtaine d'heures de jeu. Et c'est un jeu qui a été fait par Ryan Laukat, qui est l'auteur du jeu, mais aussi l'illustrateur d'un jeu qui est magnifiquement illustré. Et ce qui est plaisant avec Sleeping Gods, c'est que la campagne dure environ une vingtaine d'heures, mais vous pouvez faire des parties de la longueur que vous le voulez. Une fois que vous êtes tanné de votre partie, de votre soirée, vous enregistrez sur votre journal de bord où est-ce que vous êtes rendu et vous reprenez au même endroit la partie suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que vous complétiez la campagne. Pour la mise en place, vous allez ouvrir l'atlas à la page 2 et placer le bateau ici à la zone qui est indiquée avec un 2. Vous allez aussi placer le plateau bateau juste à côté comme c'est ici. C'est important de le mettre du bon côté, côté 1 ou 2 joueurs ou 3 ou 4 joueurs. Vous allez placer le pion marin sur le plateau et vous allez y placer 3 pièces et une céréale. Vous allez ensuite placer les 9 membres d'équipage comme ça sur la table. Et vous allez vous diviser 8 membres d'équipage entre chacun des joueurs. Par exemple, ici, pour une partie à 2 joueurs, un joueur va avoir 4 personnages de son choix et l'autre joueur va avoir 4 autres personnages. Et le capitaine Sophie Odessa est placée un peu à part comme ceci parce qu'elle appartient à aucun joueur. Elle est en fait aux 2 joueurs. Les 2 joueurs vont pouvoir l'utiliser pendant la campagne. Vous allez mélanger les cartes compétences et les placer à côté du plateau. Il y a aussi les cartes expérience qui sont visibles, qui vont pouvoir être choisies par les joueurs plus tard. Vous avez les jetons état, les jetons nourriture, matériaux ici. Vous avez les jetons fatigue, les pions ordre qui vont être utilisés par les joueurs. Les jetons ici synergie, les cubes action combat. Sur le bateau, vous allez placer les cartes événements qui sont divisées en 3 catégories. Donc, les moins dangereux, les moyennement dangereux et les plus dangereux qui vont être placés comme c'est ici, mélanger chaque catégorie séparément. Vous allez placer la tuile port à côté, qui est un rappel des actions que vous pouvez faire au port. Vous allez mélanger les cartes commerce et les placer à côté du plateau. Lorsque vous allez faire des actions commerce au port, vous allez pouvoir en piocher un certain nombre. Vous allez aussi placer les jetons fouilles dans... Moi, je les ai placés dans un sac. Vous pouvez les mélanger sur la table tant qu'ils sont face cachée. Vous allez placer les 4 cartes aventure de départ ici tout près du plateau. C'est des cartes, des objets ou des choses que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie, comme par exemple une recette de crêpes, de pancakes. Je vais vous expliquer ça plus tard. Vous allez donner le jeton capitaine au joueur de votre choix. C'est la personne qui va commencer à faire les actions au début de la partie. Il y a les jetons blessure, la monnaie, certains éléments de jeu comme c'est ici pour les aventures. Et vous allez prendre aussi une feuille de journal de bord, comme c'est ici vierge. Vous allez pouvoir indiquer les joueurs et ça va vous permettre de sauvegarder la partie avec toutes les informations. Mais vous avez aussi la carte de la mer de l'errance où vous voyez toutes les zones que vous pouvez aller explorer. Donc, vous voyez que c'est assez grand. Les joueurs débutent l'aventure ici. Donc, ça représente des pages de l'Atlas, 2 pages. Et vous pouvez vous promener un peu partout. Vous voyez que c'est un petit peu plus grand. Il y a certains secteurs qui vont être disponibles seulement si vous avez l'extension. Vous avez aussi une liste de hauts faits qui va vous permettre de cocher ce que vous allez avoir trouvé dans l'aventure. Vous allez mettre les cartes rencontres, les cartes de créatures ici. Vous ne devez pas les mélanger, donc elles doivent rester en ordre numérique, très important.
parce que vous allez aller chercher des nombres spécifiques. Même chose pour les cartes quêtes qui sont en ordre croissant aussi numérique. Les cartes aventure qui sont aussi placées en ordre croissant. Et vous avez les autres cartes ici qui vont servir seulement d'être stockées ici tout simplement. Et finalement, vous allez mettre le livre tout près, le livre d'aventure, dans lequel vous allez pouvoir explorer et lire ce qui se passe sur chacune des zones qui est possible d'explorer dans le jeu. Le jeu vous recommande fortement de commencer avec le guide de démarrage qui va vous aider, vous guider dans vos premiers pas avec le jeu. Vous allez avoir donc le début de l'aventure qui va vous expliquer l'histoire et vous guider à travers les premières actions que vous allez devoir faire. Donc, je vous le recommande fortement. On peut voir ici que l'aventure débute par le capitaine Odessa qui reçoit un message de son père et qui est malade et qui lui demande de venir. C'est un peu comme ça que ça débute. Elle embarque sur le Manticore, voyage sur la mer et se retrouve sur la mer de l'errance, prisonnier d'un espace-temps étrange, inconnu. Et l'objectif est d'essayer de s'échapper en réveillant les dieux, évidemment, d'où le titre Sleeping Gods, en répondant à leurs attentes afin de retrouver le chemin de la maison. L'aventure va avancer au fil des territoires que vous allez explorer, mais à chaque tour, vous allez devoir retourner une carte événement comme ça ici, et il y en a un nombre précis, 18. Vous allez devoir réaliser l'événement, et lorsque vous allez avoir passé à travers la pioche d'événements, vous allez devoir lire le paragraphe correspondant à la fois, combien de fois vous avez vidé le paquet. Donc, si c'est la première fois, vous allez lire l'aventure 1, deuxième fois l'aventure 1.2 et troisième fois l'aventure F1. Comment se déroule le tour de jeu? Le joueur qui est actuellement capitaine va prendre le jeton Action Marin, va le déplacer dans une autre section du bateau, il ne doit pas rester sur la même section, et il va réaliser les éléments qui sont indiqués dans la zone actuelle. Si jamais la zone est complètement brisée, complètement endommagée, la zone ne sera pas accessible, donc les joueurs ne pourront pas y aller. Au début de la partie, il n'y a pas de dommage. Et vous allez faire ce qui est indiqué sur la zone, comme par exemple ici, selon le nombre de joueurs, vous allez piocher des jetons actions qui vont vous permettre de réaliser des actions, des tests pendant votre tour ou le tour des autres joueurs. Vous allez piocher des cartes compétences ici. Donc, une carte compétence, ça ressemble à cela ici. Donc, on va voir une valeur de destin, un coût pour utiliser la carte, pour l'installer, une habilité que je vais expliquer tout à l'heure, et un pouvoir ici. Donc, il va l'ajouter à sa main. Et chaque zone va avoir une action. Par exemple, ici, on va pouvoir retirer des jetons actions des cartes, qui sont des jetons qui restent là tant qu'on n'a pas ce petit symbole-là ici pour les retirer. On pourrait retirer des jetons fatigue, on pourrait gagner des points de vie, ou on pourrait aller dans le sac de fouilles, chercher des jetons qui peuvent endommager le bateau ou qui peuvent être positifs, donner des petites choses qu'on pourrait trouver, comme par exemple ici, j'aurais trouvé 2 carottes que je pourrais ajouter dans les réserves du bateau. Une fois l'action bateau fait, on va passer à l'action événement. On va piocher la première carte, et là, je ne vous la révèle pas. On va lire ce qui est écrit dessus. On va réaliser l'action, qui pourrait être des tests, qui pourrait être des décisions à prendre. Ça peut être, le résultat peut être positif ou négatif. Des joueurs peuvent se blesser, on peut gagner de l'expérience ou des choses comme ça. Finalement, le joueur va pouvoir réaliser 2 actions parmi les suivantes, et on peut refaire plusieurs fois la même action. Donc, on va pouvoir naviguer, c'est-à-dire déplacer le bateau de zone en zone sur l'Atlas. On va pouvoir explorer. Explorer, ça veut dire qu'on va aller sur une zone où le bateau se trouve. Par exemple, si le bateau se trouve ici, à 218, je vais prendre le livre d'aventure. Je vais chercher le 218 et je vais lire et réaliser l'aventure, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Ensuite, on va pouvoir aussi faire du commerce si on se trouve dans des zones où il y a des icônes comme ceci de commerce. Alors, ça va nous permettre de sortir des cartes objets comme ceci et de pouvoir les acheter. Et finalement, il y a l'action part. À l'action part, ça va nous permettre de guérir nos personnages, retirer des jetons fatigue, réparer le bateau ou dépenser des points d'expérience pour acheter des cartes expérience qui vont permettre d'améliorer les personnages. Une fois le tour complété, on va donner le jeton capitaine au prochain joueur qui va effectuer les mêmes actions. Déplacer le jeton, piocher une carte événement et réaliser 2 actions. On fait ça comme ça jusqu'à ce qu'on soit tanné. Une fois qu'on est tanné,
on peut tout simplement, avec la feuille d'avant, le journal de bord ici, enregistrer l'état de la partie et recommencer au même point. Donc les parties vont avoir une durée qui va être à votre choix. Quand vous êtes tanné, vous arrêtez tout simplement. Donc, au fil des aventures, vous allez avoir des tests à réaliser, des choses à faire qui vont utiliser vos icônes compétences, comme c'est ici. On peut voir que la capitaine Odessa les possède tous. Alors, il y a la compétence de force en haut, ensuite la compétence perception, la compétence ruse, la compétence connaissance et finalement la compétence savoir-faire qui va permettre, entre autres, de faire avancer le navire sur l'Atlas. Donc, plus vous avez ces icônes-là, ici, plus vous en avez sur votre personnage ou sur vos cartes compétences ici, bien, plus vous allez être bon pour réaliser ces tâches-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, il est possible que vous ayez en main des cartes compétences comme c'est ici, qui vont avoir une valeur de destin, un coût en jetons d'action pour pouvoir conserver cette carte-là sur le personnage, ou vous pouvez la jouer de votre main aussi pour utiliser la compétence qui est ici pour l'ajouter à votre valeur totale pour savoir si vous réussissez à compléter l'objectif. Et vous avez aussi une action aussi pour quand la carte est installée. Supposons que le capitaine Odessa veut installer la compétence, veut ajouter à ses compétences actives la compétence réparation. On dépenserait un jeton qui retournerait dans la réserve et maintenant, elle serait dans ces deux cartes possibles. Il n'est pas possible d'en avoir plus que deux, à moins que ce soit des cartes expérience comme ceci qui ne vont pas compter dans le maximum et qui vont ajouter eux aussi des icônes et des pouvoirs différents. Par contre, sont propres à chaque personnage. Il va falloir dépenser des points d'expérience pour pouvoir l'installer. Alors, admettons que le capitaine Odessa doit déplacer le navire ici. On voit que c'est avec la compétence savoir-faire qu'il va falloir le faire. Et selon la valeur totale de 0 à 9, ça va nous dire de combien d'espace le bateau, de combien de zones le bateau va pouvoir se déplacer. Donc, dans l'exemple ici, capitaine Odessa a 2 actuellement de savoir-faire et elle devra piocher une carte au hasard, une carte savoir-faire, une carte compétence, pardon, et la valeur de destin ici va être ajoutée. Donc, là, présentement, elle a 2 en savoir-faire plus 5, ce qui fait un total de 7. Si on se réfère à la charte ici, 7, ça nous permet de déplacer le bateau de 3 espaces. Si jamais sur la carte, on rencontre des zones dangereuses, il va falloir l'affronter ou subir les dégâts. Comme par exemple ici, j'aurais pu décider de subir un dégât sur le navire en piochant une carte, en regardant la valeur ici qui est 3, et chaque zone du navire sont identifiées par une valeur, donc ça ferait actuellement un dégât dans l'infirmerie. À tout moment, pendant les compétences, pendant l'aventure, il est possible de dépenser des jetons actions comme ça ici pour réaliser des actions sur les cartes qu'on a ou sur les personnages qu'on a. Donc, si on regarde ici le capitaine Odessa, pour un jeton action, on va pouvoir retirer un jeton moral ici, un jeton déprimé. Pour 2 jetons d'action, on va pouvoir avoir un +1 au combat. Pour 2 jetons d'action, on va pouvoir avoir +1 en défensive. Et avec la carte compétence qu'elle a ici, elle pourrait réparer une fois le bateau pour un seul jeton. Donc, par exemple, je pourrais prendre un jeton action, le placer sur la carte et il va rester sur la carte tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous indiquer qu'on peut le retirer. Donc, je ne pourrais pas refaire cette action-là, mais actuellement, elle pourrait faire réparer un. On a aussi des cartes ici qu'on va pouvoir, aventure qu'on va pouvoir débloquer au fil de la partie. Ça, c'est les cartes de départ. Par exemple, on pourrait ici faire une recette de pancake pour un jeton action qu'on viendrait mettre sur la carte qui bloquerait cette carte-là. Il faudrait dépenser 3 céréales et ça nous permet de retirer des jetons fatigue et gagner des points de vie. Parlons des jetons fatigue. À chaque fois qu'un personnage va réaliser une action, on va venir placer un jeton fatigue dessus ici. Donc, si par exemple le capitaine Odessa a navigué, elle va se fatiguer ici parce qu'on a utilisé ses compétences. La deuxième fois qu'elle va utiliser une action, qu'elle va réaliser une action, on va le retourner de bord comme c'est ici. Et là, elle va avoir -1 aux dégâts pendant les combats et elle ne pourra plus réaliser d'action tant qu'on ne retirera pas le jeton fatigue, comme par exemple avec la recette de pancake ici qui permet de retirer des jetons fatigue. Par exemple, si le prochain joueur s'en va ici, sur la passerelle, il va gagner 3, si on est 2 joueurs, 3 nouveaux jetons action dans sa réserve et tous les jetons action qui sont sur les cartes, les compétences, vont être retirés et remis dans la réserve, ce qui va permettre d'utiliser à nouveau les cartes
et les compétences sur les personnages. Au fil de l'aventure, vous allez faire des rencontres agréables, mais d'autres qui vont être un petit peu moins agréables. Par exemple, vous allez avoir des créatures que vous allez rencontrer et que vous allez devoir combattre. Je vais prendre l'exemple qui se trouve dans le livre d'introduction. Donc, il n'y a pas vraiment de gros spoilers là-dedans. C'est les 2 premières créatures que vous allez rencontrer pour vous expliquer les bases. Une fois que vous avez récupéré les cartes de combat identifiées par le guide d'aventure, vous allez les mélanger et les placer aléatoirement, un à côté de l'autre, comme ça ici. C'est très important la proximité, parce que ça va former une espèce de grille de combat ici. Et vous allez essayer d'aller faire des dommages aux créatures en vous promenant comme ça avec des cœurs, des blessures, des jetons blessures sur le personnage. Chaque créature a des caractéristiques qui vont être les dommages qu'il va infliger et aussi sa valeur de défensive, ce que ça va nous prendre au total pour pouvoir toucher la créature. Et vous avez une grille ici qui représente un peu ses points de vie et ses compétences. Donc à chaque fois qu'on va venir endommager ces sections-là, ici, de la grille, on va placer une gouttelette de sang dessus et ça va éliminer cette compétence-là. Comme par exemple, cette créature-là, ici, elle a 3 points de vie et elle fait 2 dommages additionnels, ce qui veut dire qu'actuellement, elle fait 5 points de dommages si on ne va pas éliminer ces 2 sections-là. Donc, si je donne un coup à la tête, je vais placer une goutte de sang ici et ça va retirer un dommage de la créature. Donc là, elle ferait 4 points de dommage. Au début du combat, on va prendre les cubes d'action combat, il y en a 4, et on va les distribuer également entre les joueurs. Donc là, on est 2 joueurs, donc on donnerait à un joueur 2 cubes et à un autre joueur 2 autres cubes. En commençant par le capitaine, on va utiliser un jeton combat qu'on va mettre sur un personnage, et ce personnage-là va attaquer. Donc le personnage, à la base, tous les personnages ont des armes. Donc si on prend Raphaël ici, il est équipé d'un marteau, qui va lui permettre d'avoir un bonus de 3 pour toucher la créature, qui va faire 2 points de dégâts plus un éventuel bonus que je vais expliquer, et qui lui donne 0 en défensive. Donc il va subir l'entièreté des dommages que la créature va causer lorsqu'elle va répliquer. Donc Raphaël tente de toucher, on va choisir laquelle des 2 créatures on va vouloir toucher. Par exemple, il pourrait vouloir toucher la créature ici, le garde mycéen 2, qui a une défensive de 5, contrairement à lui qui a une défensive de 6. Donc, on va calculer le total qu'il y a pour toucher, 3. À ça, on va ajouter une carte piochée au hasard, une carte compétence, et on va ajouter la valeur de destin, qui est 3 ici. Donc, actuellement, il y a 3 plus 3, ce qui fait 6, ce qui est suffisant. Il faut faire au moins égal ou plus que la valeur de défensive de la créature. Donc, Raphaël, avec son marteau, toucherait le gardien mythéen. Par défaut, le marteau de Raphaël fait 2 points de dégâts. Mais supposons qu'il avait une compétence d'équipé avec l'icône de force ici. On voit que Raphaël peut avoir un bonus de force s'il défausse une carte compétence équipée avec le symbole correspondant. Supposons qu'il défausse cette carte-là. Au lieu de faire 2 points de dégâts, il ferait 3 points de dégâts qu'on viendrait placer sur la carte. Pour placer les jetons dégâts, il faut les placer un petit peu comme un genre de Tetris. C'est des morceaux qui sont enlignés, mais qu'on peut placer comme on veut, en autant qu'ils se suivent. Donc, on pourrait faire, par exemple, 1, 2, 3, comme ça ici. On aurait pu faire une ligne droite. Et on peut aussi déborder sur l'autre créature, même si notre valeur pour toucher n'était pas suffisante, en autant qu'on en ait plus de la moitié du côté de la créature qui a été visée au départ. Donc, dans cet exemple-là, ici, si je fais 2 ici et 1 là, ce serait bon. Donc, j'aurais touché. C'est sûr que là, ce n'est pas très payant parce que j'ai absolument rien enlevé à la créature, mais j'aurais pu enlever un cœur ici et enlever un point de dégâts ici. Ou j'aurais pu aussi faire l'ensemble des points de dégâts sur cette créature-là en enlevant un point de vie et un point de dommage, un cœur comme ça ici, et j'aurais pu aussi toucher la gueule de la créature mythéenne, et ça va me donner ce petit symbole-là ici que je vais vous montrer, qui s'appelle le symbole de synergie. Donc, dès qu'un personnage va blesser cette section-là, il va obtenir son jeton synergie. Alors, Raphaël va récupérer son jeton synergie et il va le remettre à un autre joueur. Par exemple, il pourrait le remettre à un autre personnage, puis là, il pourrait le remettre au capitaine Odessa ou à Canaan ici. Et ce jeton-là va pouvoir être utilisé par ce personnage-là quand il va se battre pour pouvoir utiliser la compétence. Donc, ce n'est pas le personnage lui-même qui garde son jeton, il le remet vraiment à un autre et c'est ce qui fait la synergie
entre les personnages. Une fois l'attaque du joueur réalisée, la créature va répliquer automatiquement sur le personnage qui est attaqué. Donc, dans l'exemple ici, le gardien mythéen fait 3 dégâts plus les icônes de dégâts qu'il y aurait sur sa carte. Comme Raphaël a fait un dommage ici, il ne pourra pas faire 4 de dégâts parce que c'est endommagé. Donc, ça va vraiment faire 3. On va regarder si le personnage a une valeur de défensive avec son arme. Actuellement, Raphaël n'a aucune valeur de défensive, il y a 0. Mais si, par exemple, ça avait été Kanan qui avait attaqué, Kanan avec son pistolet, une valeur défensive de 1, donc on aurait réduit les 3 dommages de 1. Ou si Kanan avait utilisé son jeton synergie de Raphaël qui lui donne un bonus de 2, eh bien, il aurait pu réduire les dommages à néant, mais le jeton aurait été défaussé. Donc, une fois les dommages déterminés par la créature, on les applique sur le personnage. Et si jamais un personnage a plus ou autant de jetons que de points de vie ici, bien, il devient à ce moment-là épuisé et ne pourra plus participer à d'actions ou de combats tant qu'il n'aura pas se faire guérir, par exemple, au port ou avec des recettes. Si une créature, on recouvre le dernier point de vie d'une créature, bien, cette créature-là est vaincue. Elle est retirée immédiatement du jeu. Elle n'aura même pas de réplique. Pouf! Certaines créatures vont avoir des icônes comme ceci avec un petit sablier qui va indiquer qu'à la fin de chacun des tours, si elle est encore vivante, elle va donner à un personnage un jeton correspondant. Dans ce cas-ci, et j'ai gardé la créature secrète par exprès, il y a un des personnages qui devrait obtenir un jeton affaibli qui lui donne -2 lorsqu'il réalise une compétence. Certaines créatures vont aussi avoir des compétences particulières, comme par exemple celle-ci, vol, ce qui veut dire qu'elle peut être attaquée uniquement par des armes qui tirent à distance, comme par exemple ici on voit le pistolet avec la petite flèche, lui permet d'attaquer les créatures volantes. Mais si je reprends par exemple ici le docteur Grégory, il y a un couteau, le couteau ne peut pas être lancé, donc il n'y a pas de flèche, il ne peut pas attaquer des créatures volantes. Mais si une créature est volante, il va être possible d'attaquer ici cette zone-là, mettre une blessure dessus. À ce moment-là, la créature ne volera plus, donc elle va pouvoir être attaquée par tous les personnages, même ceux qui n'attaquent pas à distance. On va procéder à des rondes de combat comme ça jusqu'à ce que tous les personnages meurent ou toutes les créatures soient vaincues. Vous allez continuer ainsi à explorer la mer de l'errance au fil des pages de l'Atlas, réaliser des aventures, réussir des quêtes, obtenir des objets avec les cartes aventures, des tokens, des trésors, toutes sortes de choses. Votre objectif est de ramasser des totems pour réveiller les dieux endormis et pouvoir retourner à la maison. Il y a 2 façons qu'on peut perdre dans le jeu. Alors, il est possible de perdre si tous les membres de l'équipage sont à 0 point de vie ou si le bateau de la Manticore subit 11 points de dégâts comme c'est ici. Vous avez 2 options. Vous pouvez jouer en mode normal ou en mode brutal. Si c'est en mode brutal, vous recommencez l'aventure au complet. Par contre, si vous jouez en mode normal, vous parvenez à vous enfuir de justesse au port le plus proche. Vous allez sur votre journal de bord cocher une case défaite ici si vous jouez en mode normal. Et selon votre défaite, si par exemple tous les membres d'équipage étaient à 0, vous retirez tous les jetons blessures et fatigue, mais vous défaussez les 6 prochaines cartes événements ici, ce qui va faire avancer l'histoire quand même. Si jamais c'est le bateau qui a subi 11 points de dégâts, vous allez vers le port le plus proche, vous enlevez tous les jetons dégâts du plateau et vous retirez aussi 6 cartes événements. Si jamais c'est la 3e fois que vous videz la pioche, je vous rappelle que vous devez lire à chaque fois un chapitre dans le guide d'aventure. Et la 3e fois, vous lisez F1 et je ne vous dis pas ce qui se cache sous F1. Vous le découvrirez en jouant au jeu. Alors, je me retrouve avec ma conjointe Nat, avec qui j'ai eu la chance de jouer Sleeping Gods. On a fait déjà plusieurs parties ensemble, d'une longueur variable. C'est ça qui est le fun avec le jeu, c'est que tu enregistres la partie puis tu continues où est-ce que tu es rendu. À date, comment tu trouves ton expérience? Ah, c'est vraiment super. C'est un beau jeu collaboratif. Il est vraiment beau. L'histoire est intrigante. Moi qui suis férue de littérature et j'adore l'histoire, donc ça me satisfait pleinement. C'est vraiment bien. Je suis bien d'accord avec toi, Nathalie. À date, on a beaucoup de plaisir, mais on va passer certaines caractéristiques du jeu pour voir qu'est-ce qu'on en pense plus précisément. Si on commence par la qualité du matériel.
Premièrement, il y a beaucoup de matériel. La mise en place est quand même assez longue. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place sur la table. Il y a beaucoup de jetons. Il y a plein de personnages. Donc, il y a plein de belles choses. Par contre, au niveau de la qualité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je dirais que c'est très bonne qualité. Top qualité. Il n'y a pas d'éléments de moindre qualité. Non, il n'y a rien qu'on dirait qui va nous casser dans les mains. Ouais. L'Atlas est super beau. Évidemment, si on parle de l'esthétisme du jeu, c'est superbe. Là. Ryan Laukat est reconnu pour faire des jeux visuellement très colorés. C'est sûr que c'est un style que certains aiment ou n'aiment pas. Là. Ouais, puis tu sais, c'est un style de dessin particulier. Là. Ouais. Je sais pas toi comment tu trouves son artwork, là, côté graphisme, est-ce que tu trouves ça beau? Oui, c'est vraiment beau. C'est plus du style réaliste là, pour les personnages. Non, j'ai rien à dire. Là. Moi, c'est un de mes styles préférés là, de graphisme. C'est hyper coloré. En plus, ce jeu-là est très, très coloré. Mais je pense que dans la plupart de ces jeux, c'est quand même très coloré. Donc, visuellement, là, ça fait une belle table, ça fait une belle présentation. Ouais. Les personnages ont l'air intéressants aussi. L'Atlas, visuellement, on a le goût d'aller explorer un petit peu tout ce qui se trouve là. Donc, côté là, esthétisme au niveau du visuel, au niveau des éléments de jeu, c'est super. Là, vous pouvez voir beaucoup de détails surtout aussi, là, les petits jetons et tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Là. Vous pouvez voir que moi, j'ai imprimé des rangements en 3 dimensions parce que il y a énormément de choses, de petits jetons à mettre un peu partout. Fait que je voulais avoir une solution de rangement qui s'utilise pendant la partie pour faciliter un petit peu là, le plaçage des objets sur la table, tout ça, pour que ça prenne moins de place, que ça soit plus rapide à sortir aussi. Parce que la première fois que j'ai sorti le jeu, ça a quand même pris un bon 15-20 minutes à juste installer les choses, reconnaître les éléments. Donc, c'est ça. L'iconographie est claire aussi, quand même. Là. C'est facile de se retrouver. Oui, je pense qu'effectivement, une fois qu'on a lu les règles, compris le jeu, je vais en parler un petit peu après des règles, on se retrouve quand même assez bien. Il n'y a pas tant d'éléments différents dans le jeu. Il y a certains graphismes, si on prend par exemple les jetons, les différents jetons état, ils vont avoir des symboles dessus. Une fois qu'on les a lus, qu'on les a compris, ça va bien, mais il y a quand même un index là, ou une grille qui va nous expliquer chaque jeton veut dire quoi, chaque symbole veut dire quoi. Au niveau de la clarté des règles, Nathalie, tu n'as pas lu les règles, tu as la chance que je lise les règles pour toi et après ça, je t'explique le jeu. Je dois avouer que ça n'a pas été les règles les plus faciles à lire que j'ai lues. C'était assez confus par bout. Quand on a parti notre première partie, justement, quand on a démarré ça, il y a certains éléments là, que je doutais, je n'étais pas trop certain. Puis en l'expliquant, je me disais, ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais il y a comme un trou un petit peu dans la règle, dans ce coin-là. Je vais aller vérifier un petit peu. Mais à force de jouer, puis de déduire certaines choses, puis d'aller vérifier, j'ai fini par comprendre un petit peu tous les éléments, tout ça. Mais une fois qu'on a compris le jeu, c'est pas très compliqué. Là. On fait les 3 actions, pas les 3 actions, mais les 3 étapes, là, action, bateau, événement, et nos 2 actions qu'on a. On va lire dans le géant livre d'aventure les textes. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, on prend des décisions, puis on avance. Donc, clarté des règles, je pense que ça aurait pu être mieux, mais sinon, c'est quand même pas si mal. Là, Nathalie, au niveau de la thématique et de l'ambiance, on est perdu dans la mer de l'errance, on veut retrouver notre chemin vers la maison, tout l'équipage est perdu avec le capitaine Odessa. Est-ce que tu as trouvé que la thématique était bien présente dans le jeu? As-tu trouvé que l'ambiance était bonne? Oui, la thématique est présente, puis c'est, tu sais, comme j'ai dit au début, c'est vraiment intriguant parce que tu es là, comme un monde parallèle, tu sais pas pourquoi, tu sais qu'il faut que tu récoltes des totems pour pouvoir réveiller les dieux et sortir de ce monde-là, mais tu sais, au fil de l'aventure, tu découvres des nouvelles choses tout le temps. C'est vraiment bien exploité. L'histoire, le thème, oui. Thématiquement, là, oui, je trouve qu'on est perdu. La carte, l'Atlas est super grande, puis on ne sait pas trop où on va aller. Puis j'aime beaucoup le principe des indices qu'on découvre. Si on parle à du monde, ils nous disent « Ah, va voir à telle place », puis c'est pas super précis, ça dit pas à page 14, chapitre 23, va lire là, tu vas avoir la réponse. C'est selon ce que tu décides. Oui, selon ce que tu décides. Puis c'est plus comme vague, tu sais. Va vers l'ouest, où est-ce que tu vas avoir 2 pics, tu devrais trouver mon fils, mettons, qui s'est perdu ou quelque chose comme ça. Fait que là, on est... Il faut que tu prennes ça en note, puis là, tu essaies d'explorer dans la région où il faut que tu ailles. C'est ça, puis on essaie de retrouver un petit peu c'est où qui veut dire, où est-ce qu'il veut dire. Fait que des fois, on explore un petit peu autour, puis là, finalement, on le trouve, ça correspond à notre aventure, puis on peut compléter l'aventure. Donc,
Je trouve qu'on a vraiment un sentiment d'être perdu. C'est très intriguant. Les dieux, on ne comprend pas trop, sont endormis, il faut les réveiller. On ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants. On ne sait pas s'ils vont vraiment nous aider. Puis même les personnages, tu découvres au fur et à mesure leur histoire, un peu leur caractère, leur façon d'interagir avec les autres aussi. Là, c'est super intéressant. Puis Mac, qui est un des personnages que tu joues, j'ai placé ça un peu aléatoirement, mais Mac, c'est un des personnages que tu joues. C'est une des protagonistes numéro 1. Elle a beaucoup d'interactions, même que je me dis, non, mes personnages, ils parlent-tu des fois? Mais pour vrai, c'est super intéressant parce qu'on découvre un petit peu sur les personnalités des joueurs, puis un petit peu leur, comment je dirais, leur passé caché, leur background, tout ça. Donc, c'est très, très bien amené. L'histoire est bien ficelée. Il en dévoile pas trop. Vraiment pas beaucoup. Non. Fait que, tu sais, faut que tu explores pour en découvrir plus, pour évoluer dans l'histoire. Là, c'est vraiment bien. Oui, et au niveau du nombre de joueurs idéal, bon, c'est certain qu'en partant, quand on a reçu le jeu de Randolph, qu'on remercie d'ailleurs, on savait qu'on allait faire l'aventure à 2, donc j'ai pas essayé à 1 joueur solo ou à 3 ou 4 joueurs. Par contre, comme c'est un jeu coopératif, je pense que ça doit bien aller. À 2, je dirais que c'est l'idéal parce que on vit ça comme une petite aventure de couple. C'est le fun de jouer plusieurs personnages. On joue plusieurs personnages, c'est ça. Il y a 8 personnages qu'on divise par le nombre de joueurs, plus le capitaine, puis tout le monde joue. Puis ça se fait très très bien. On lit les chapitres, tout le monde prend la décision ensemble. Quand il y a des combats, on se partage les cubes action combat entre les joueurs. Puis chacun, comme quand on est 2, on en a 2 chacun. Fait que là, on peut décider qui va faire les combats de mon bord, du côté de Nathalie. Puis on essaie de vaincre les créatures. Puis tout est commun, hein? Fait que, les ressources que tu récites, tu peux partager avec l'autre joueur. C'est vraiment très, très collaboratif. Oui, exactement. Donc, je pense pas que le nombre de joueurs ait beaucoup d'influence. Si vous êtes plusieurs à vouloir vous réunir, jouer régulièrement au jeu, puis à vivre l'aventure, vous allez pouvoir lire ça, collaborer ensemble. Par contre, c'est sûr que, comme je disais, il faut avoir un groupe stable. Parce que oui, il est possible d'embarquer ou débarquer des personnages, mais je pense que l'idéal pour ne pas être perdu, c'est de jouer tout le temps avec les mêmes joueurs de façon régulière pour continuer à creuser l'histoire. Donc, il y a peut-être cet élément-là au niveau du nombre de joueurs. L'interaction entre les joueurs, Nathalie, on en a déjà parlé. Évidemment, c'est très élevé, je pense. Beaucoup d'interactions entre les joueurs. On peut vraiment beaucoup collaborer. Si tu acquiers quelque chose, ben, tu peux le donner à un personnage de l'autre joueur. Fait que c'est vraiment... on discute tout le temps. On est toujours en train de discuter pour décider qu'est-ce qu'on fait, C'est ça, il y a tout le temps des décisions à prendre. Fait que bon, est-ce qu'on essaie de faire passer le navire en prenant les dommages ou on réalise la compétence pour réussir à esquiver? Quel personnage on implique? Quel personnage on implique qui va gagner un jeton fatigue? Est-ce que mes personnages vont aider les personnages du joueur qui est capitaine pour ce tour-là? Donc, on peut prêter main forte. Donc, c'est extrêmement collaboratif. On n'a vraiment pas l'impression de jouer solo, chacun de notre bord, ou d'être en compétition. Au contraire, on essaie de toutes mettre nos ressources en commun pour réussir à atteindre notre objectif. Donc, côté interaction entre les joueurs, je pense que c'est vraiment super. C'est très élevé, surtout en plus pour les combats contre les monstres là, aussi. On peut collaborer beaucoup. Les combats qui sont vraiment hyper challengeants. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé du jeu. Oui, c'est sûr, le volet exploration-aventure est vraiment bien. C'est vraiment intriguant, on a le goût d'aller de l'avant, mais les combats sont super intéressants. Et variés. Puis ça m'a vraiment charmé. Je voulais faire dans cette vidéo-là un petit peu la comparaison avec Role Player Adventures qu'on a joué en famille, moi, toi et Philippe, qu'on a beaucoup aimé. L'histoire était vraiment fantastique, c'était très agréable. Par contre, moi, je trouvais qu'au niveau des défis de jeu, la mécanique de jeu où on roulait des dés et on essayait de varier, je trouvais que c'était très répétitif et que c'était pas très challengeant. On a raté, je pense, aucun challenge dans le jeu Role Player Adventure. Par contre, dans ce jeu-là, les combats sont... La chance est là aussi. Il y a de la chance, puis ils sont difficiles, puis il faut vraiment se parler, puis se concerter. Quand même, là, Beaucoup de stratégie. Beaucoup de stratégie, puis je sais pas si tu te souviens, notre premier combat, je pense qu'on était un petit peu surpris. Il était quand même assez fort. Il était très fort, puis on pensait pas arriver à un combat avec la décision qu'on a prise. On s'est retrouvé avec 2 créatures vraiment pas faciles à battre, puis on a gagné de justesse. Puis là, on est retourné au port se soigner, puis on a fait « Oh my God, OK, attention. » On avait un gros sentiment de fierté les avoir battus. De fierté, puis aussi de dire « Ouf, il va falloir se préparer parce que c'est pas évident. » Fait que là, on s'est comme dit, on va explorer un petit peu, puis on va essayer de ramasser des objets, des items qui peuvent nous aider. Les items, d'ailleurs, on peut en parler, sont
sont Oui. très, très variés puis sont intéressants à utiliser. Si je prends par exemple ici le Barda, qui, pour un jeton action comme c'est ici, peut nous permettre de repiocher une nouvelle carte compétence qui donne une valeur de destin ici, super importante. Pour les combats, puis les les com- réussites de toutes les quêtes. Les compétences et tout ça. Donc, quand on l'utilise, on est content de l'avoir utilisé, puis on a hâte de retirer le jeton action dessus pour pouvoir la réutiliser à nouveau. Donc, puis, là, la partie débute avec 4 objets, là, des recettes, une personne qui est avec nous du Barda, mais au fil de l'histoire, on va découvrir d'autres cartes aventures qui vont venir, puis on va aller aussi dans des commerces, des ports, pour acheter des choses. Fait qu'on va se retrouver avec vraiment beaucoup de cartes comme ça. Puis on va vraiment les utiliser beaucoup, ces cartes-là. Fait que c'est Quand on y pense. Quand on y pense. Des fois, on y pense pas. On en a beaucoup. Puis ces jetons actions-là sont super importants, puis on veut en avoir beaucoup, on les utilise, mais des fois, on les garde un petit peu parce que là, on dit, ouais, là, on peut pas toutes les prendre. Fait que, tu sais, Mais c'est assez facile quand même d'en avoir, là. Ouais. C'est pas une difficulté. Grâce aux... Ben, c'est pas une difficulté des Optonautes parce qu'on en a un, automatiquement, on en obtient à chaque tour, mais c'est plus de les gérer comme il faut pour pas toutes les dépenser d'un coup, puis là, se retrouver avec aucun jeton nous en reste, action. entre autres, pour les combats, pour utiliser les objets et tout. Pour aider l'autre joueur aussi quand l'autre réalise une aventure, des choses comme ça. Ouais. Nathalie, est-ce que tu dirais que le jeu, par défaut, est plus basé sur la chance ou sur la stratégie? Je dirais que c'est un 50-50, un bon 50-50. Mélange. C'est sûr que pour les combats, il y a beaucoup de stratégie. Il faut que tu décides quel personnage a quelles habiletés, lequel tu penses qu'il va être plus fort, mais en même temps, il y a de la chance parce que tu piges des cartes puis tu vas voir si tu réussis les fameuses le combat cartes, ou non. Fait que c'est là que les objets peuvent nous aider beaucoup. Mais il y a quand même pas mal de stratégies, surtout pour les combats, puis décider où on va, est-ce qu'on prend des points de dégâts. Il y a aussi ici, là, les actions quand on... L'action bateau. Oui, c'est ça. Il faut réparer le bateau quand il est endommagé. Juste un mélange, je pense. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus tactique, stratégique. Le volet chance est vraiment basé sur les fameuses cartes compétences avec les valeurs de destin qu'on va piocher. C'est important de bien gérer ça, de conserver des jetons et des compétences qui vont nous permettre de repiocher à nouveau. Les cartes qui donnent plus de... les cartes qui donnent les bonus. Donc, on obtient des cartes comme ça dans nos mains. On peut les installer. On peut en mettre 2 sur chacun de nos personnages. C'est important de faire un bon mix, avoir des personnages qui sont spécialisés dans certaines choses. Donc, oui, il y a un peu de chance au niveau des cartes compétences, là, au niveau de la valeur de destin qu'on pioche, mais le reste, il faut se préparer comme il faut. Il faut vraiment prévoir notre stratégie, notre tactique pour réussir à y arriver. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un bon mélange des deux. Oui. Agréable. Oui, vraiment. Finalement, Nathalie, il y a une vingtaine d'heures de jeu. Souvent, on parle de la rejouabilité. Est-ce que c'est un jeu qu'on va vouloir retourner souvent? Évidemment, on va faire l'aventure 20 heures après ça. Je ne sais pas si on va avoir le goût de la recommencer. C'est ça. Mais c'est quand même beaucoup, 20 heures de jeu pour une aventure. Au moins 20 heures. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut arrêter quand on veut. Ouais, on a juste à prendre en note où on est rendu, les compétences de nos personnages, puis on peut recommencer quand on veut. Point de vue rejouabilité, moi, personnellement, je vais déjà avoir vu l'histoire et je pense pas que je rejoue une autre fois après. Par contre, c'est un jeu qu'on ne détruit pas. Non. Donc, on peut tout ranger dans la boîte, tout replacer. Puis, c'est un jeu qui peut, au pire, être donné à des amis ou être revendu. Mais, on n'est pas rendu si loin que ça dans la campagne. Donc, on va voir. Peut-être moi, j'ai l'impression, une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas voir tout ce qu'il y a à voir. Parce qu'il y a énormément. Le livre d'aventure, comme je disais, là, il est énorme. Puis, sur chaque... il y a plein d'options différentes qu'on ne verra pas. C'est ça, il y a plein de zones à explorer. Donc, c'est aussi l'Atlas, il y a beaucoup de pages. J'ai l'impression que quand on va finir l'aventure, on ne va pas avoir exploré, peut-être qu'on va avoir exploré la moitié. Donc, peut-être qu'on pourrait refaire une autre aventure puis aller explorer ailleurs. Impliquer un enfant ou quelque chose comme ça. Oui, exactement, ou avec des joueurs différents. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. C'est un point d'interrogation. Mais 20 heures déjà à la base pour l'aventure, pour un jeu, c'est quand même beaucoup. Quand on a joué 20 heures à un jeu, c'est quand même pas mal. On a beaucoup de jeux. Ton avis final, Nathalie, qu'est-ce que tu penses de Sleeping Gods? Est-ce que c'est un jeu que tu aimes? Est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais? Oui, j'aime beaucoup les jeux collaboratifs à la base, puis je trouve que celui-là, dans les jeux collaboratifs, il est
particulièrement collaboratif. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a beaucoup d'interactions. Tu sais, comme Role Player, tu sais, c'est des jeux collaboratifs aussi, mais tu as moins d'interactions avec, avec les autres joueurs. Celui-là, je l'aime beaucoup à cause de ça. La thématique aussi, l'aspect mystérieux, intriguant de l'histoire, j'aime beaucoup. Fait que oui, je le recommanderais aux amateurs de ce type de jeu. Moi aussi, c'est un jeu que j'avais hâte d'avoir, qui m'avait intrigué dès sa sortie en anglais. On attendait que Lucky Duck Game le traduise et on attendait de l'avoir en français parce qu'il y a quand même beaucoup de textes à lire, tout ça. Et j'avais hâte de l'avoir et souvent, on sait c'est quoi, les attentes, ça peut être dangereux. Donc j'avais beaucoup d'attentes. Et j'ai pas été déçu. J'ai trouvé que le jeu livrait vraiment ce qu'il y avait à livrer. Comme tu as dit, il est très intriguant. L'aventure est intéressante. J'ai hâte de connaître la suite. J'ai hâte de connaître un petit peu le background de chacun des personnages. J'ai hâte de voir si on va réussir à faire l'aventure. À chaque fois qu'on découvre des objets, je trouve ça intéressant parce que là, on devient plus fort. J'ai le goût d'aller affronter des créatures pour voir si on va être capable de les battre. C'est motivant. On a une coupe de totems déjà découverts. Ouais. Non, c'est super motivant. Puis j'ai hâte à chaque fois de rejouer. Là, on a accéléré le setup, ce qui fait qu'on est capable de partir plus vite l'aventure. Mais oui, je pense que si vous aimez le genre de campagne avec une belle histoire intrigante, un jeu coopératif où vous allez avoir beaucoup à collaborer entre vous autres. Avec interaction. Avec beaucoup d'interaction. Je pense que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser grandement. Les premières parties, vous allez les trouver un petit peu compliquées, là, juste vous démêler un petit peu là, la première fois dans un petit peu toutes les mécaniques de jeu, mais après une ou deux parties, vous allez être super à l'aise, puis après ça roule très très vite. On part la partie, on installe le jeu, plus besoin d'expliquer, on commence à lire tout de suite. Puis il y a ça aussi qui aide beaucoup, là, ouais, ici, pour se repérer sur la carte. Là. Exactement. On peut prendre en note certains lieux, certaines quêtes qu'on a à faire, fait qu'on sait c'est où on se repère facilement. Exactement. Donc, je pense que c'est assez facile pour nous de vous le recommander. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup de plaisir et je pense, Nathalie, qu'on a hâte à ce soir pour continuer l'aventure. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer tout ça. Ouais. Mais on ne vous le dira pas. Pour ça, il va falloir jouer à Sleeping Gods vous-même. Donc, c'était notre vidéo de présentation de Sleeping God et notre avis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-nous un pouce en l'air pour nous le signifier. Abonnez-vous à la chaîne aussi parce que vous allez savoir quand on va mettre des nouvelles vidéos en ligne. On parle de toutes sortes de choses à la chaîne qui peuvent vous intéresser. Et si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo ou sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de répondre. Nathalie, est-ce que tu as aimé ta première expérience de vidéo avec moi? Ben écoute, oui, c'est pour t'aider, mais moi, je suis meilleure derrière la caméra que devant. Elle est timide, là. Elle est modeste, mais elle a été très, très bonne, comme d'habitude. Donc, si vous voulez féliciter Nathalie aussi pour sa première vidéo, allez-y, encouragez-la à faire d'autres vidéos avec moi, peut-être. Donc, sur ce, merci tout le monde. À la prochaine. Bye!